Âgé de seulement 15 ans, le jeune marin Dick Sand va-t-il pouvoir mener à bon port son navire baleinier et ses quelques passagers après que tout l'équipage et son capitaine aient péri? Dick Sand, abandonné dès sa naissance, avait été recueilli par la charité publique. Ce nom de Sand lui fut attribué en souvenir de l'endroit où il avait été trouvé, c'est-à-dire sur cette pointe de Sandy Hook qui forme l'entrée du port de New York. À 8 ans, le goût de la mer le faisait embarquer comme mousse sur un long courrier des mers du Sud. Là, il apprit le métier de marin. Ce fut comme novice qu'il put s'embarquer sur le Pilgrim. Le Pilgrim est un brick goélette conçu pour la pêche des baleines dans les mers australes. En ce mois de février 1873, le navire vient de quitter Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour rejoindre Valparaiso, au Chili, avant de rejoindre son port d'attache à San Francisco. À bord, la femme de l'armateur, Mrs. Weldon, accompagnée de son fils Jack, âgé de 5 ans, et de son cousin Bénédicte, un savant entomologiste, profite du voyage pour revenir aux États-Unis. Un homme, plutôt antipathique, fait également le voyage jusqu'à San Francisco. Negoro. Ce Portugais n'est pas un marin, mais cuisinier. Et il a été recruté à Auckland, faute de mieux, et à contre-cœur par le capitaine du Pilgrim. Le 2 février, on découvre l'épave d'un navire, avec à son bord 5 rescapés, des Noirs américains, ainsi qu'un chien du nom de Dingo. Curieusement, l'animal est furieux en apercevant le cuisinier Negoro. Il y a une antipathie inexplicable. Ces 5 Noirs, dont le plus âgé se nomme Tom et le plus costaud Hercule, sont de braves Américains qui étaient passagers sur ce navire abordé accidentellement une dizaine de jours auparavant. Après avoir été soigné par l'équipage du Pilgrim, il participe avec joie aux manœuvres. Le petit Jack s'attache tout particulièrement au sympathique Hercule qui l'impressionne par sa force. Un concours de circonstances va totalement bouleverser cette traversée. Alors qu'ils sont en train d'attaquer une baleine, l'ensemble des marins du Pilgrim avec son capitaine sont anéantis. Il n'y a plus un marin à bord du Pilgrim. Si, un seul, Dick Sand, jeune novice de 15 ans, capitaine, maître, matelot, on peut dire que tout l'équipage se résumait maintenant en lui. Cette fatalité lui donnait une responsabilité terrible, celle de ramener la famille de son armateur à bon port, et seuls ces Noirs pouvaient désormais lui apporter une aide. Quant à Negoro, ce qu'avait ressenti devant cet irréparable malheur un être aussi énigmatique, nul n'eût pu le dire. Sans se départir de son mutisme, il avait contemplé le désastre sans faire un geste. « Qui commande donc à bord maintenant » demanda très insolemment Negoro. « Moi » répondit sans hésiter Dick Sand. « Vous » fit Negoro en haussant les épaules. « Un capitaine de 15 ans » ? « Oui, un capitaine de 15 ans » répondit le novice en marchant sur le maître-coq. Si Negoro accepte à contre-cœur cette situation, il se révélera être un traître en sabotant la boussole du navire. Dick Sand, qui n'a pas encore les connaissances requises pour se guider sur les astres, fait une confiance totale à cette boussole et ne peut donc comprendre que le navire fait fausse route. Et son courage et sa connaissance des techniques de la voile lui permettent de poursuivre malgré tout sa route dans ces mers désertes de l'océan Pacifique. Il tente régulièrement, avec l'aide de Mrs. Weldon, de comprendre sa navigation sur les cartes. Enfin, après plusieurs semaines, Dick Sand aperçoit une côte qu'il prend pour celle de l'Amérique du Sud. En réalité, la traîtrise de Negoro a amené le Pilgrim sur les côtes africaines.
celle de l'Afrique équatoriale, l'Afrique de la traite et des esclaves. Jules Verne nous entraîne dans une véritable plongée dans l'enfer de la traite négrière, faisant du roman Un capitaine de 15 ans son grand roman de dénonciation de ce trafic abominable. L'écriture de ce roman se fait dans un contexte très particulier pour Jules Verne. Nous sommes en 1877. Il revient habiter à Nantes avec sa femme, Honorine, et leur fils. L'objectif est alors de rapprocher Michel, âgé de 16 ans, d'une famille aimante et unie, pour reprendre les termes de Jules Verne lui-même. Jules et Honorine ont alors de grosses difficultés avec Michel, qui est un enfant difficile, turbulent. Il est vrai que Jules Verne n'est peut-être pas le père idéal, même s'il vient justement de faire le tour de la Bretagne à la voile avec son fils. Le retour sur Nantes permet aussi à Jules Verne de s'offrir la folie de sa vie. L'achat de son 3e navire, le Saint-Michel III. Ce superbe yacht, pour lequel Jules Verne fera de Nantes son port d'attache durant 8 ans, va permettre à l'auteur des Voyages extraordinaires de réaliser de nombreuses navigations. On comprend que lorsque Jules Verne écrit son roman Un capitaine de 15 ans, il projette sur son héros, Dick Sand, l'image d'un fils idéal. Mais c'est aussi pour lui l'occasion, peut-être plus que jamais, d'exprimer tout son amour de la navigation au travers de nombreux chapitres. Mais surtout, Jules Verne écrit en grande partie ce roman au moment même où il habite dans ce qui fut l'une des principales villes de la traite négrière. On pourrait croire que la traite ne se fait plus, que cet achat et cette vente de créatures humaines ont cessé. Il n'en est rien. Et c'est là ce qu'il faut que le lecteur sache s'il veut s'intéresser plus intimement à la seconde partie de cette histoire. Il faut qu'il apprenne ce que sont actuellement encore ces chasses à l'homme qui menacent de dépeupler tout un continent pour l'entretien de quelques colonies à esclaves. Où et comment s'exécutent ces razzias barbares, ce qu'elles coûtent de sang, ce qu'elles provoquent d'incendies et de pillages. Enfin, au profit de qui elles se font. Toute la seconde partie du roman est une véritable descente aux enfers. Négoro, qui n'est en fait qu'un infâme négrier à qui le hasard des circonstances a permis de retrouver ses anciens complices, fait emprisonner nos héros. Seul Hercule arrive à échapper avec le chien Dingo. Mais malgré sa force, Hercule saura-t-il survivre dans cette Afrique qu'il n'a lui-même jamais connue? À travers les mots de Dick Sand, nous découvrons toute l'horreur de l'esclavagisme. Jules Verne s'est parfaitement renseigné en prenant notamment pour source les récits de voyage de l'explorateur Livingstone et du lieutenant Cameron. Après une marche forcée d'1 mois dans la forêt africaine, durant laquelle des dizaines d'esclaves noirs trouveront la mort, Dick Sand, qui a été séparé de ses compagnons noirs et de Mrs. Weldon et de sa famille, se retrouve à Kazonde, l'une des principales places de marché d'esclaves de l'Angola. Bientôt, il en vient à tuer l'un des compagnons blancs de Negoro et ce geste le condamne définitivement à mort. Jules Verne dénonce ici avec force la collusion d'un certain nombre d'Occidentaux avec des rois noirs qui s'enrichissent dans le trafic de la traite. Ici, le roi de Kazonde est un homme d'une 50aine d'années, mais on lui en eût donné 80. C'était en effet une majesté alcoolisée au dernier chef et sans cesse imbibée de bière forte ou autre alcool. Par cela même qu'il occupait un trône, il prétendait avoir une origine céleste. Et ceux de ses sujets qui en auraient douté, il les eût envoyés s'en assurer dans l'autre monde. Il est décidé que Dick Sand sera torturé jusqu'à la mort après avoir au préalable organisé une soirée de festivités dont le clou doit être d'offrir au roi, par Negoro et ses complices, un formidable punch d'eau-de-vie flambée. On apporta une vaste bassine de cuivre, des barils renfermant un alcool y furent versés. On n'épargna ni la cannelle, ni les piments, ni aucun des ingrédients qui pouvaient encore relever ce punch. Tous avaient fait cercle autour du roi qui s'avança en titubant vers la bassine. On eût dit que cette cuve d'eau-de-vie le fascinait et qu'il allait s'y précipiter. « Feu !» cria le roi. Quelle flambée!
Et quel effet lorsque les flammes bleuâtres voltigèrent à la surface de cette bassine. Pour rendre cet alcool plus âcre encore, on l'avait mélangé de quelques poignées de sel marin. Les faces des assistants revêtirent alors cette lividité spectrale que l'imagination prête aux fantômes. Le roi s'avança, il saisit la louche, la plongea dans la bassine, puis, la retirant pleine de punch en flammes, il l'approcha de ses lèvres. Quel cri! Poussa alors le roi de Kazondé. Un fait de combustion spontanée venait de se produire. Le roi avait pris feu comme une bonbonne de pétrole. Un des ministres se précipita sur son souverain pour l'éteindre, mais non moins alcoolisé que son maître, il prit feu à son tour. Le roi et le ministre, qui étaient tombés sur le sol, se tordaient en proie à d'affreuses souffrances. Quelques instants après, le roi et son fonctionnaire avaient succombé, mais ils brûlaient encore. Bientôt, à la place où ils étaient tombés, on ne trouvait plus que quelques charbons légers, 1 ou 2 morceaux de colonne vertébrale, des doigts, des orteils. C'était tout ce qui restait du roi de Kazondé et de son ministre. Cette incroyable fin du roi va offrir un sursis inespéré pour Dixande. Mais il est décidé que Dixande doit être offert en victime dans la tombe du roi. Je ne vous révélerai bien entendu pas comment Dixande pourra être sauvé in extremis, si ce n'est pour vous dire que le rôle d'Hercule dans la fin de cette histoire sera essentiel, puisqu'il ira jusqu'à se déguiser en sorcier pour s'introduire au milieu de la tribu afin de sauver Mrs. Weldon et le petit Jack. Si dans cette incroyable aventure, le jeune Dixande n'arrive pas par lui-même à se sortir de nombreuses situations, son courage et sa ténacité le font définitivement devenir un homme. L'une des scènes finales durant laquelle Dixande se retrouve seul face à un fantastique lion en est l'expression symbolique la plus forte. Alors même qu'il habite toujours Nantes, Jules Verne se met à écrire un roman philosophique particulièrement célèbre, Les Tribulations d'un Chinois en Chine.